J'ai décidé dans un premier temps de faire un livre sur cette affaire de l'or. J'ai eu accès aux archives de la Banque de France par l'intermédiaire du gouverneur général de la Banque de France de l'époque, Jean-Claude Trichet, qui m'a ouvert les archives. Je me suis plongé dedans, et puis comme d'habitude, un projet ne doit mûrir que lentement et accoucher quand c'est le moment. Donc j'ai mis ça de côté. J'ai fait d'autres livres progressivement, puis je m'y suis remis un jour. Et j'ai trouvé que l'idée pouvait être merveilleusement illustrée parce que sous la forme d'une bande dessinée, parce qu'il y a à la fois de l'aventure, il y a des gentils, des méchants, des espions, des traîtres, des résistants, etc. Je suis allé voir le citoyen Pécaud, je lui en ai parlé. J'ai tout de suite pensé que c'était une histoire fantastique avec un potentiel énorme. Donc avec la rudesse qui le caractérise d'habitude, il m'a dit que ça ne lui paraissait pas, puis finalement intéressant, puis finalement 15 jours après, il m'a demandé de faire 20 lignes. Quand j'ai présenté le projet à Pécaud, Pécaud m'a dit c'est bien ton histoire, il y a une masse d'or qui arrive en Martinique, il y a des soldats, tout ça, mais il se passe rien. Et Pécaud avait raison, c'est-à-dire que c'est bien, ça c'est bien pour un livre d'histoire où on décrit ce que je suis en train d'écrire, parce que je suis en train d'écrire un livre sur cette affaire-là. Je raconte l'histoire, mais dans une BD, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc c'est-à-dire, il y a de l'or. Ben, l'or, il y a plusieurs choses. Hein. On essaie de le voler, parce qu'il est convoité, parce qu'on veut en faire quelque chose. Donc c'est ça la fiction, finalement. Parce que dans l'histoire, l'or arrive en 40, repart en 46, il se passe des choses au milieu, mais finalement des pressions, bon ça c'est des pressions internationales, etc. Mais ça n'a pas de quoi faire un scénario de bande dessinée. Le paradoxe de cette histoire, c'est que voilà, 250 tonnes d'or arrivent quelque part. On a vaguement des doutes sur une possibilité de vol qui aurait été monté, enfin un casque aurait été monté, mais enfin rien de très probant. Et c'est vrai que pendant 4 ans, l'or reste bien sagement dans les coffres, enfin dans les sacs du fort. Et il fallait construire donc une histoire à partir de ça. Donc l'idée, c'est de prendre des personnages et puis de les faire évoluer pour... Ils volent, les uns volent, les autres empêchent de voler. Et on s'est réparti la tâche. Moi, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire raconter une histoire. Et Denis a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire avoir une vision d'historien sur la période. Jean-Pierre et moi, on est vraiment partis du réel, de retrouver les archives, ce que j'ai retrouvé, d'aller fouiller dans les archives en Martinique, ce que j'ai fait, pour voir un petit peu ça, puis après habiller ça avec un scénario de bande dessinée. Mais c'est une affaire qui en effet est peu connue, parce que les gens ne s'en sont pas préoccupés, mais l'histoire avec un grand H est parfois schématique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se préoccuper de tout. C'est une affaire qui s'est passée aux Antilles, qui est quand même à 7000 km de la France, enfin de la métropole. Donc c'est assez loin. Premier point. Deuxième point, les Antillais eux-mêmes se préoccupent parfois peu de leur passé. C'est des choses qu'on vit à la fois dans les mythes, mais on ne va pas voir les vrais documents, savoir ce qui s'est passé, etc. On ne sait pas, par exemple, que la Martinique crevait de faim pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient quasiment pas alimentés en bateau, qu'il y avait une tension énorme entre les marins français pétainistes qui étaient là et puis les résistants qui commençaient à prendre le maquis et essayer de sortir de l'île pour aller rejoindre les forces françaises libres. Ce qui est dans la BD sur l'or, c'est 80% de réel et 20% de fiction. Mais même dans les 80% de réel, il y a forcément un habillage qui fait que telle histoire que j'écrirai dans un livre d'histoire différemment, là il faut synthétiser. Donc on s'appuie sur l'image, mais il faut synthétiser, c'est-à-dire se dire ça tient quelques lignes, ça tient là où ça tiendrait ailleurs, quelques pages, il faut aller à l'essentiel. Et ça amène à vraiment aller à l'essentiel d'une affaire. C'est ça l'apport de l'histoire, si vous voulez, c'est qu'on se rend compte, moi plus j'avance, plus je me rends compte, que la Martinique, c'est un petit îlot rocheux, 100 km de long, maximum, je crois, 50 km de large. Un lambeau de caillasse au milieu, enfin caillasse verdoyante, au milieu de la mer des Antilles. Vous avez cette chose-là, ce territoire se révèle avoir une importance extraordinaire. On le comprend, je le comprends mieux aujourd'hui. Pourquoi? Il est à quelques encablures des États-Unis, il est en face du canal de Panama. Les Américains, il a 254 tonnes d'or,
des avions, des bateaux, 3000 marins, etc. Donc c'est là, l'histoire ne l'a pas retenue pour l'instant, mais en réalité c'est une plaque tournante extrême, enfin une plaque tournante non, mais un endroit, un enjeu de convoitise absolument extraordinaire. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que cet or est là, tout le monde le sait, ces marins sont là, et tout le monde se dit pourvu que l'autre n'en profite pas. Ça c'est la réalité. Et à partir de ce moment-là, les uns, comme personne ne veut que l'autre puisse le piquer, ils s'empêchent tous. Ils se neutralisent tous. C'est une BD historique. C'est-à-dire que non seulement tout le background est historique, mais les personnages qui arrivent, mis à part les 3-4 personnages style Fry ou autres qui font avancer l'intrigue, tout le reste c'est des personnages qui existent, donc c'est une écriture qui doit être effectivement beaucoup plus axée sur on peut pas faire dire n'importe quoi à Victor Serge, ni à André Breton, ni Aimé Césaire, etc., etc. Vous avez en effet André Breton qui passe par la Martinique parce qu'il venait de France, il partait en exil, il partait je sais plus, au Mexique ou aux États-Unis, je ne sais plus, André Breton, puis il se retrouve, son bateau fait escale en Martinique, et comme il est dangereux aux yeux du gouvernement, tout ça, on le met dans un camp. Pendant quelques semaines, pas énormément longtemps, mais c'est là que André Breton, par hasard, fait la connaissance d'Aimé Césaire. Les deux hommes se rencontrent, parlent poésie, etc. Et ils se retrouveront ensuite pendant des décennies. C'est les hasards de l'histoire qui font que... Et donc Aimé Césaire est un personnage important aussi qu'on a voulu mettre dans la BD parce qu'il deviendra quelqu'un d'important ensuite. Même si son rôle pendant cette période-là est extrêmement limité. On le voit dans le 2e tome où finalement c'est un peu caricatural, mais c'est la BD, c'est-à-dire il refuse de s'engager dans la résistance, c'est une extrapolation qu'on fait, mais vraiment sans doute conforme à la réalité, parce que il vit dans la poésie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des êtres humains qui sont confrontés à la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés au tragique de l'histoire, avec leur vécu, leur passé, etc. Donc vous avez des gars qui réagissent, alors ils sont ambigus, mais sans doute qu'on l'est tous. Et c'est vrai que dans cette histoire, il y a quelques personnages qui ont des destinées très particulières, qu'on imagine que ça remonte à plus loin dans leur passé. On aimerait aussi savoir ce qu'ils sont devenus après. Mais regardez, par exemple, quand je vous dis des aventures humaines, le cas de Monsieur de Cateau, qui est l'envoyé de la Banque de France en Martinique, qui lui, Fry n'a pas existé, mais M. de Cateau a vraiment existé. C'est quand même des histoires extraordinaires. Ce gars-là, haut fonctionnaire à la Banque de France, en juin 1940, on lui dit Monsieur de Cateau, vous préparez votre valise, votre passeport, on vous donne de l'argent comme viatique, et vous allez à Brest, vous allez accompagner un bateau qui va emmener l'or de France aux États-Unis. Il a vraiment existé, il part, il obéit, il part, il est revenu 5 ans après. C'est-à-dire que, et entre-temps, il n'avait pas de nouvelles de sa femme, il n'avait pas de nouvelles de ses gosses, ou très peu, puis il a vécu comme il a pu, et tous ces gens-là sont confrontés à ce que j'appelle le tragique de l'histoire. Le premier volume est plutôt un album de guerre, donc avec effectivement la fuite du bateau de l'Émile Bertin, qui essaie d'éviter les sous-marins ennemis, etc., etc. Le 2e tome est beaucoup plus sur la vie quotidienne aux Antilles. Ma belle famille est martiniquaise et mon beau-père a vécu un peu cette période-là jeune, ma belle-mère aussi, donc ils m'ont raconté des choses. Je m'en suis entièrement remis à Denis parce que, je suis jamais allé à ma grande tristesse, je suis jamais allé dans les Antilles, donc je ne connais pas du tout. Et c'est vrai que là, c'était lui qui donnait les consignes. Bon, c'est vrai que sur le ciel, sur la végétation, sur la mer, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc là, c'était lui qui était aux commandes. Nous voulions faire une bande dessinée de forme classique belge, etc. Ce côté un petit peu pour retrouver les personnages, les paysages, etc. Parce qu'on est dans un milieu particulier. On voulait effectivement avoir de la ligne claire, avoir des influences de la BD classique, c'est-à-dire effectivement Jacob, des gens comme ça. La complexité de l'affaire, c'est que Tibéri vit en Serbie. Tibéri ne parle pas le français.
Donc c'est-à-dire il y a tout un, ou très peu, donc il y a eu tout un processus de communication installé petit à petit. Et étant à la fois serbe, je veux dire, pour lui, les tropiques, la Martinique, c'est déjà l'exotisme pour les Français. Je pense que ça l'est davantage encore pour un Serbe. Donc c'est-à-dire que j'étais en relation, j'allais dire, très régulière avec lui pour lui envoyer des photos. Comme on est dans une BD que je qualifierais, je ne sais pas les termes vraiment de réaliste, enfin de réaliste au niveau du dessin, etc., des monuments, des bâtiments, etc. Donc je l'ai abreuvé de photos où je trouvais dans mes archives, dans les photos familiales que j'ai ramenées, ou dans les archives, ou dans les fonds officiels, pour lui envoyer des photos du fort, des photos de la grande bibliothèque de Fort-de-France, y compris les costumes des gens, faire attention aussi à la couleur du ciel, parce que le ciel des Antilles est particulier, la nuit est particulière là-bas, donc les rues sont particulières, les couleurs des maisons sont particulières, etc. Donc c'est un travail finalement, j'allais dire, où je lui envoyais page par page des photos, des couleurs, etc. Or, ce qui est quand même intéressant, c'est sur cette affaire-là, c'est qu'actuellement, un film est en cours de réalisation pour la chaîne La 5 sur l'or de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce matin même, dans le Télégramme de Brest, il y avait un article de l'amiral commandant de la base de Brest qui demande à ses troupes, qui fait passer un communiqué dans la presse locale pour dire si vous vous souvenez de cette affaire de l'or, comment c'est parti de Brest, etc. Téléphonez à l'amirauté, nous vous recueillerons votre témoignage. Vous voyez comme quoi, est-ce que c'est à partir de la BD ou est-ce qu'il y a un courant qui devient intéressant, mais toujours est-il que les gens se préoccupent actuellement de cette affaire-là.